Merci de nous rejoindre et merci de retrouver cette émission avec les rencontres évidemment et notre invité installé sur les canapés avec cette phrase d'accroche: la guérison du corps passe par la guérison de l'âme et la guérison de l'âme passe par le corps. Tout est dit, merci, bonne soirée à tous. Bonsoir Isabelle Collino. Bonsoir. Merci d'être là. On aurait pu arrêter l'émission Mais là. exactement, ça suffit. Tout était dit là d'un seul coup. Bravo pour votre expertise. Vous êtes praticienne en soins énergétiques. Et alors, ce qui est assez extraordinaire et ce qu'on aime dans les rencontres, c'est raconter des histoires. Raconter et retracer les parcours de vie. Parce que vous n'êtes pas la femme que vous êtes aujourd'hui par hasard. Non. Et que vous avez évolué dans des milieux qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que vous êtes aujourd'hui, hein. Absolument pas. Bon. Vous avez vécu très longtemps en Allemagne. Oui. Vous avez travaillé en Allemagne. Et vous étiez dans quel domaine? J'étais aux Nations Unies sur les changements climatiques, donc dans les grosses COP, les grosses conférences sur les changements climatiques pendant 15 ans. On s'est toujours, je fais juste une parenthèse que je referme très vite, sur cette thématique-là, on s'est toujours demandé à quoi ça servait en fait. Parce qu'on n'a pas, sans vouloir être désobligeant, mais à quoi ça servait en fait, dans l'absolu? Alors, au début, ça avait vraiment du sens. Ouais. Moi, j'ai commencé à la conférence de Kyoto. Donc là, il y avait vraiment un mouvement historique qui s'est passé. Après, ça a été long. Ça a été compliqué, ouais. Est-ce que c'est ce qui vous a aussi démotivé? Bah oui, parce que nous, on se tue au travail et vraiment, on mettait notre vie en danger souvent à travailler jour et nuit et les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos efforts. Donc c'est frustrant. Au début, c'est excitant. Et au bout de 15 ans, ça devient frustrant. Donc, évidemment, alors pour retracer votre histoire, vous êtes une grande fratrie. Oui. 7 enfants et vous êtes la petite dernière. Oui. Oh, ça c'est chouette. Vous avez dû être... On dit souvent que le petit dernier est souvent celui qui est le plus chouchouté, ou la plus chouchoutée. D'accord. Et votre vie a été... Comment vous décririez votre première partie de vie avant de raconter ce que vous êtes aujourd'hui? Eh ben, la première partie, c'était très mental. J'avais un plan de carrière, tout était dans la tête, j'avançais. Cartésienne. Hyper cartésienne. Ouais, j'étais que dans la tête. Et tout ce monde que j'ai découvert après, je ne le connaissais absolument pas. Aucune dimension spirituelle, Rien. Les histoires de méditation, l'après-vie, toutes ces choses-là? Strictement rien. Au point que je ne savais même pas que j'avais une âme. Je m'en suis rendu compte il y a 20 ans à peu près. Enfin, c'était un terme que je connaissais évidemment, Bien sûr, mais je n'arrivais pas à le définir. Ça ne me disait rien. Pour moi, il y avait que le mental qui comptait. Donc, on n'a qu'une vie. Voilà. Voilà. On est vraiment là sur le... Très terre à terre. Très terre à terre. Ouais, mes parents étaient agriculteurs, donc je suis vraiment née dans la terre. Dans la terre, Et famille de 7, donc, effectivement. Enfin, il y en a 2 qui sont morts très tôt, donc on n'était que 5 dans les faits, dans mon histoire, mais officiellement, on est 7. Et donc, cette carrière internationale, vous restez une quinzaine d'années en Allemagne, effectivement, dans cet univers des Nations Unies, école de commerce internationale à Paris. Vous avez la totale. Vous remplissez en fait toutes les cases. Toutes les cases. Toutes les cases. Qu'est-ce qui se passe? On est en avril 2008. Ouais, donc le 4 avril 2008, ça fait exactement 17 ans, la semaine prochaine. Exact. Donc j'étais déjà bien stressée parce qu'on travaillait quasiment jour et nuit, on dormait que quelques heures par nuit. Et ce matin-là, mon chef, que j'adorais vraiment, on avait une très bonne relation, il a perdu la tête. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il est encore très connu, mais il a pété un câble grave et personne ne s'en rendait compte. Et ça se traduisait comment? Il parlait à la 3e personne, il disait qu'il allait dans sa chambre alors qu'on était en plein meeting. Enfin, il y avait des incohérences graves, il ne savait plus se servir de son téléphone. Enfin, c'était très, très, très bizarre. Mais il n'y a que moi qui voyais qu'il y avait un problème. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. C'est le chef, en plus. Oui, puis j'avais jamais vu ça. Et puis, enfin bref. Et donc j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux parce que j'étais vraiment en panique. Je sentais qu'il y avait un grand danger, mais je savais pas quoi. Et il m'a touché la main comme ça. Et je me suis pris une décharge électrique. Au point d'hurler. Je hurlais, je me suis roulée par terre, je me cachais derrière un bureau. Enfin, c'était très douloureux. Très douloureux, très déstabilisant. Et c'était un peu comme une lame de fond.
je sentais qu'il n'y avait plus rien qui pouvait s'arrêter. J'avais plus de contrôle de rien du tout. Donc vous pleuriez? Je crois pas que je pleurais, mais j'étais en panique totale. Et j'ai juste eu le temps de dire Isabelle est morte. Et je savais que c'était terminé. Ah, vous pensiez mourir? Non, 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 non. Isabelle est morte, la vieille Isabelle. Enfin, l'Isabelle jusqu'à ce jour-là. Ok. Non, j'étais pas en danger de mort, moi. Mais je savais que... Un chapitre se refermait. Ah, ouais. J'ai vraiment dit Isabelle est morte et c'était très, très fort. Alors là, c'est le déclencheur. Oui. C'est comme ça qu'on l'intitule dans la fiche de prod. Sauf que, une fois que vous prenez conscience de ça, d'abord, il faut se remettre de cette situation. Comment est-ce que vous revenez à vous? Ah bah ça dure 15 mois. 15 mois. Donc, bon, alors déjà, j'ai été évacuée, on m'a sorti de la conférence, mais je ne savais plus rien. Donc, ce coup de jus, j'ai encore du mal à trouver le mot juste. C'est comme s'il m'avait mis un virus sur mon disque dur et un recette complète. Donc, Et lui, il a eu quoi à ce moment-là? Je préfère éviter le sujet. Okay. Enfin, lui, il a été en grave difficulté. Mais moi, je ne savais plus rien. Donc, mon mental était à zéro. Donc, je ne savais plus où était mon sac à main, je ne savais plus où étaient mes clés, je ne savais plus comment aller à l'hôtel, je ne savais plus dans quel hôtel j'étais, je ne savais plus rien. Est-ce que juste, sans rentrer dans le détail, mais juste, est-ce qu'on sait physiologiquement ce qui s'est passé ou pas? Vous le savez, mais vous ne pouvez pas le dire. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon explication à moi, c'est que je lui ai servi de paratonnerre, de prise de terre. Un truc comme ça. Mais comme j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu la même expérience que moi... Oui, sauf qu'il peut pas... Oui, c'est pas la foudre pour le coup, puisque... c'était un phénomène de foudre. Hein, ça. Alors, après, au bout de 10 ans, j'ai lu une expérience où je me suis dit que c'était un peu ça. Je pense que c'était une montée de Kundalini mal dirigée. Ouais. Et donc, il m'a cramé le cerveau. Je pense que c'est ça qui s'est passé, mais personne n'a pu me donner d'explication. Et vous n'allez pas faire d'examens médicaux derrière? Si, une fois rentrée en Allemagne, je suis allée chez les médecins, mais je ne savais plus parler, je ne savais plus rien faire. Quand on ne sait plus penser, on ne sait plus parler. C'est inimaginable pour la plupart des gens, mais je ne savais pas dire ce qui m'était arrivé. C'était le vide complet. Et ça dure 15 mois? Alors, 9 mois complet, je dirais, et après encore 6 mois de... Voilà, encore 6 mois tout doux. Quoi. Mais j'ai pas récupéré les facultés que j'avais avant. Quoi. Donc, je suis à 60% de ma mémoire, je dirais. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, et j'ai encore des faiblesses, entre guillemets. Par exemple, j'arrive plus à faire des liens entre des personnes. Par exemple, là, juste en arrivant, j'ai croisé une dame que je savais que je connaissais. Ouais. J'étais incapable de mettre son nom. Lila Del Monte. Voilà. Voilà. Avec qui on a enregistré l'émission sur la communication animale. Voilà. Mais je sais que je la connais, mais je n'arrive pas à trouver son nom. Donc aujourd'hui encore, vous avez des pertes de mémoire comme ça? Ce n'est pas des pertes de mémoire, c'est des manques de liens. C'est des manques de liens. Donc, vous êtes suivi médicalement pendant ces 15 mois ou pas? Très peu. Les médecins disent tout de suite que c'est un burn-out. Moi, je sais que ce n'est pas un burn-out. Alors, ça en a tout l'air, mais pour moi, je sais que ce n'est pas un burn-out. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant ces 15 mois? Alors, les premiers mois, je fais strictement rien. Donc, je dors 15 heures par jour. Et au bout d'un moment, j'ai le mouvement d'aller marcher dans la forêt. Parce que j'habitais juste au bord d'une forêt dans laquelle je n'étais jamais allée parce que j'avais jamais le temps. Donc là, j'avais le temps puisque j'étais en arrêt maladie. Donc, je vais marcher tous les jours. Donc, au début, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Je me perds à tous les coups puisque je ne sais plus penser, je ne sais plus où j'habite. Donc, au début, je faisais des allers-retours comme ça pour être sûre de retrouver mon chemin. Oh, incroyable quand même. Et après une demi-heure, et après 3/4 d'heure, après 1 heure, et puis à la fin, je marchais 2 heures tous les jours. Mais à chaque fois, je me perdais. Et à chaque fois, je retrouvais mon chemin. Mais c'était bizarre parce que je marchais et tout d'un coup, j'avais une impulsion forte qui me disait « tourne à droite ». Mais dans des petits chemins, où personne n'allait. Et j'y allais. Mais je ne savais pas où j'allais. C'était très particulier. Donc, je sais que la marche m'a sauvée. Le fait de faire un pas devant l'autre, de me reconnecter à mon corps et à la nature, ça m'a beaucoup aidé. Une fois que vous revenez un peu à vous et que vous arrivez à reprendre conscience, qu'est-ce que vous faites?
Alors là, alors en marchant dans la forêt, une fois, j'ai eu un mot qui m'est venu comme ça, Körper thérapie, donc je ne savais même pas ce que c'était, donc c'est-à-dire thérapie psychocorporelle, je dirais, en français. J'en avais jamais entendu parler. Je tape ça sur mon ordinateur en rentrant et je trouve un thérapeute à Bonn où j'habitais, avec qui je suis encore très amie. Et lui m'a sauvé la vie. Je peux vraiment dire qu'il m'a sauvé la vie. Donc sa technique à lui, c'était de me masser, alors pas des massages bien-être, hein, sur le ventre, enfin partout, mais fortement, c'était des techniques précises. Et là, j'ai des mémoires qui sont remontées à la surface. Donc des mémoires de cette vie-ci et sans doute aussi d'autres vies. Alors c'était pas mon truc du tout à cette époque-là. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces mémoires que je porte? Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Comment elles vous apparaissent, ces mémoires? C'est visuel, c'est physique, c'est kinesthésique, c'est quoi? Celle la plus... Un jour, il a tapé du tambour, enfin, il a fait une séance avec un tambour. Je me suis affaissée, mais comme un sac de sable, quoi. Et dans une panique terrible. Et là, je me voyais sur un bûcher avec des tambours autour et qu'on était en train de me tuer, quoi. Donc c'était une espèce de vision, on peut dire que c'est une vision, mais physiquement, j'avais plus d'énergie du tout, quoi. Et j'ai jamais entendu de tambour de ma vie, donc ça peut pas être de cette vie aujourd'hui. Après. Bon, il vous sauve la vie quand même. Il me sauve la vie, donc on fait une séance toutes les semaines pendant des mois et des mois. Et un jour, je vais voir une énergéticienne qu'on me recommande à l'école. Une maman de l'école me dit, va donc voir cette dame. Donc j'y vais. J'étais prête à tout à l'époque, hein, pour me sauver de ça. Et c'est elle qui me dit, mais Madame Collineau, vous êtes guérisseuse, il faut mettre ce don à disposition. Moi, je dis, elle est complètement folle. Je vais pas bien. Et donc, elle me le répétait à chaque fois. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je vais m'entraîner. Je vais voir ce qui se passe. Parce que je savais que je ne retournerais pas aux Nations Unies. Ça, c'était clair de clair. Je savais que si j'y retournais, je mourrais. Je savais que ça, c'était un signal d'alarme très fort que j'avais eu. J'ai été mise à genoux. C'était pas pour y retourner. Dernière chance, quoi. Oui. Donc, il fallait pas tenter le diable, hein, comme on dit, hein. Ah non, mais c'était même pas... De toute façon, j'avais plus les capacités de travailler comme avant et ça n'avait plus de sens. Non, ça c'était clair et net. Cette vie-là était terminée, mais il fallait que je trouve autre chose. Je suis toujours fasciné quand vous croisez sur votre chemin comme ça quelqu'un qui vous dit « Mais madame, vous êtes guérisseuse » et que vous rentrez à la maison. Effectivement, vous tapez sur l'ordinateur, mais une fois qu'on tape sur l'ordinateur, guérisseur, je dirais, il y a 1 milliard de lectures à faire. Qu'est-ce que vous allez faire après? Alors moi, le message que j'entendais, c'était « le moins tu en sais, le mieux c'est ». Donc je ne me suis pas formée. J'y connaissais strictement rien quand j'ai commencé. Et c'était tout le temps « le moins tu en sais, le mieux c'est ». Le moins tu en sais, le mieux c'est. Donc j'y suis allée vraiment à l'aveugle. Donc j'ai commencé sur mes amis, mes filles. Mais quand vous dites « j'ai commencé », vous avez fait quoi? Mais je posais mes mains, c'est tout. Ah, c'est tout? Je posais mes mains et je me mettais à rôter, à bâiller, à éternuer, à pleurer. Et donc je voyais, donc je demandais aux gens, dites-moi ce que ça va faire. Donc des fois il se passait rien, mais c'est là que j'ai compris que j'enlevais les mémoires, parce que donc un des premiers cas que j'ai eu, c'était une collègue des Nations Unies qui se reconnaîtra, qui n'arrivait pas à tomber enceinte, qui était stérile entièrement. Ça faisait 12 ans qu'elle essayait, les médecins lui avaient dit qu'elle était stérile. Et moi je savais pas ça. Elle m'avait juste dit qu'elle avait des kystes aux ovaires. Donc je pose mes mains sur ses ovaires, à même le sol, hein, on était au bureau, j'étais allée la voir, enfin bref, à même le sol du bureau. Et là, je rote et on entend un énorme bloop sur une ovaire et quelque chose qui se dégage. Et 15 jours plus tard, elle était enceinte. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si j'avais enlevé le bouchon. J'avais enlevé ça. Donc c'est au fur et à mesure que je me suis entraînée que j'ai compris ce que je faisais. Mais c'est une sorte de magnétisme. En fait, en tout cas, vous touchez le corps? Oui, ouais. Moi j'aime bien toucher. Hein. D'accord. Je peux aussi faire plus haut, mais je préfère avoir un contact physique. D'accord. Et donc ça fait des bloops. Alors c'est pour ça que
Je peux prendre sûr, bien sûr, bien je vais expliquer ce que je fais parce que donc ça pour moi c'est quand on vient au monde, on est pur amour, on est notre essence est merveilleuse. Mmh. On vient tous au monde comme ça. C'est pour ça que moi j'adore prendre les bébés dans les bras parce qu'on sent que leur âme elle est juste fantastique. Et ce qui va se passer avec le temps, c'est qu'on va être blessé par ce qu'on appelle les blessures archaïques qu'on connaît tous, donc le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Elles sont inévitables. Donc petit, on va vivre ça, on ne sait pas quoi en faire. Donc ça va venir éteindre ou amenuire notre rayonnance, je dirais. Et donc c'est une fois, c'est deux fois, c'est trois fois. Et la plus grande blessure, pour moi, c'est la blessure du non-amour. L'enfant, il sent très tôt qu'il n'est pas accepté comme il est. Alors déjà, il peut être attendu comme garçon, et il arrive en fille, ouais, ou il va décevoir ses parents pour telle raison. Et donc, il sent qu'il n'est pas accepté comme il est. Et donc, ça va faire que son essence va se ternir et il va se tordre. On a un mouvement de torsion enfant pour être aimé parce que c'est inévitable. Et donc moi, quand je touche quelqu'un, c'est comme si je donnais l'impulsion aux cellules, parce que ces blessures, elles sont inscrites dans nos cellules, de se libérer. Et donc ça fait des bloops, comme je disais. Et les blessures s'enlèvent. Et donc, mon but, c'est que les gens retrouvent leur rayonnance et leur brillance d'origine. Et alors ça, j'imagine que pour arriver à ce constat-là, vous avez dû en tester. Ah oui, mais j'ai mis des années à comprendre ce que je faisais. Alors, au bout de 2 ans, je me suis entraînée pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai démissionné des Nations Unies, puisque là, je savais, OK, je sais ce que je fais à peu près, et je me lance dans l'aventure. C'était un gros exercice de faire confiance en la vie, parce que j'avais un gros salaire. Bien sûr. C'est un changement de vie radical. Radical. Vous savez, ça me fait penser, on a enregistré une émission avec un notaire qui a fait 20 ans de notariat et qui rentre chez lui et qui dit à sa femme, c'est fini. J'arrête, parce que je suis le plus malheureux des hommes dans ce métier-là. Alors vous, c'est différent parce qu'effectivement, vous prenez le choc de plein... Ah, j'ai pas le choix. De plein de faces, parce qu'effectivement, vous n'avez pas le choix. Mais effectivement, il divise ses revenus par 10 et on ne peut plus heureux aujourd'hui. Donc je peux comprendre qu'on prenne cette voie-là, quoi. Oui, et puis il faut s'habituer à ne pas avoir de salaire qui tombe régulièrement, tous les mois. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc mais j'entendais tout le temps, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Alors aujourd'hui, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi ? C'est un problème. Parce qu'en allemand, Heiler, donc guérisseur, ça passe très bien. Et les Allemands sont habitués à aller chez des guérisseurs parce qu'ils ne veulent pas prendre de médicaments. Ils n'en prennent quasiment pas d'ailleurs. Enfin, ils préfèrent trouver des solutions alternatives plutôt que d'aller chez le médecin et de prendre des médicaments. Mais en France, donc ça fait 3 ans et demi que je suis revenue en France, c'est pas le même sujet. Il paraît qu'on n'a même pas le droit de dire qu'on est guérisseur d'ailleurs, donc je suis un peu... Guérisseur, c'est vrai qu'il y a tout de suite une connotation un peu gourou, un peu... donc c'est vrai que c'est pas très facile, donc énergéticienne... oui, c'est ça, c'est ça. Qui sont les gens qui viennent vous voir alors ? Beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. Et malheureusement, beaucoup de gens qui ont vécu des abus sexuels. Parce que je pense que... Enfin, mes 2 spécialités, c'est aider des femmes à tomber enceintes. Donc ça, c'est vraiment... Ça me nourrit le cœur. Et l'autre, c'est guérir le féminin bafoué. J'ai aussi des hommes qui ont été abusés, évidemment, mais c'est surtout des femmes. Dans cette vie-là ou dans d'autres vies ? Pour l'instant, je m'occupe de cette vie-là. Et ça suffit. Pourtant, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, puisque vous parlez d'un engrammage cellulaire que vous allez décoder et supprimer, cet engrammage, il n'est peut-être pas de cette vie-là, pour le coup. Alors, moi, puisque je ne suis plus trop dans la tête, j'ai plus besoin de ça.
donner des explications ou de savoir ce qui se Ok. passe. Donc, plus j'entends de bloop, mieux c'est. Je ne sais pas ce qui sort, mais les gens vont me dire après, je me sens plus libre, je me sens plus léger, j'ai plus peur de ça, j'ai changé de boulot, j'ai changé de partenaire. Donc, il y a vraiment un changement qui se passe dans la vie après. Donc, moi, ça me suffit. Et ce fameux bloop, Oui. vous l'entendez? Ah oui, Ou c'est ah oui, un oui. truc imagé? Ah non, Ah non, c'est un vrai bloop. Ah, c'est un gros bloop, ça peut vraiment faire bloop, comme ça. Et c'est vraiment ce mouvement-là, bloop. On sent que la Il y a une cellule libération. libère une information. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Des fois, la personne le sait. Par exemple, j'ai eu des clients qui ont failli se noyer petit. Eh bien, quand il y a ce bloop-là, ça va sentir le chlore ou la vase. Mais non. Si. Donc là, on sait que c'était une mémoire de noyade. Mais la plupart du temps, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous raconte le pire cas que j'ai eu, parce que bah oui. je ne regrette pas de l'avoir testé, ça. Donc ça, c'était une dame qui était venue, qui devait avoir 45 ans, en dépression grave, vraiment très, très grave. Et elle avait déjà fait 20 ans de psychologie, psychanalyse, genre. Bref, ça, elle n'avançait pas. Je ne l'avais jamais vue, hein, on fait une séance. Et là, je commence, moi, beaucoup à rôter. Et au bout de quelques minutes, elle me dit, donc je ne me sentais pas bien, c'était vraiment profond. Et elle me dit, Isabelle, donne-moi un mouchoir. Ok, je lui donne un mouchoir. Et là, elle crache quelque chose de blanchâtre. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, elle me dit, j'ai été violée oralement à 16 ans en Espagne, en vacances. Et donc, son corps avait gardé en mémoire, symboliquement, je n'ai pas fait analyser le crachat, hein, bien sûr. Symboliquement, elle avait gardé ce poison, entre guillemets, et donc elle ne pouvait pas sortir de la dépression parce que la mémoire était vraiment dans sa biologie. Et c'est là que c'était un de mes premiers cas, c'est là que j'ai compris ce que je faisais finalement. J'enlève vraiment, ou je fais que ces mémoires-là sortent. Donc c'est pour ça que quand on parle, quand on parle du transgénérationnel ou quand on parle de vie antérieure, ou choses comme ça, peu importe, vous n'allez pas chercher le pourquoi du comment. Le fait est que vous supprimez... Moi, mon but, c'est que les gens soient le plus proche possible de leur essence. Bien sûr. Il restera toujours, même, d'ailleurs, mon petit diamant, il a une petite écaille, là, et des fois, il y a des blessures qui sont tellement graves qu'elles laissent des traces. Mais le but, c'est qu'on redevienne vibrant, qu'on revibre cette essence qu'on avait à la naissance et qui était pure. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre expertise dans les deux angles spécifiques, notamment permettre aux femmes qui souhaitent tomber enceintes de l'être, vous avez eu une émotion particulière? Oui, moi, moi j'ai adoré être maman et ça a été mon plus beau rôle et ça l'est encore. Et je trouve ça tellement injuste que certaines femmes ne puissent pas tomber enceintes. Ça me touche. Et, donc, et parfois, on peut se poser la question de... Il y a évidemment toujours un suivi, un aspect médical qui est essentiel. Et on ne se substitue pas à un avis médical ou autre. Mais vous avez le sentiment que... je ne sais pas s'il y a un pourcentage qu'on pourrait évoquer, mais un très grand nombre de femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, c'est parce que psychologiquement ou parce qu'elles sont impactées par certaines mémoires? Alors moi, j'aurais tendance à dire ça. Alors j'y vais évidemment avec des pincettes, mais avec mon compagnon, on fait aussi des constellations familiales. Et donc, on connaît l'impact de l'histoire de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères sur nous. On sait que ça passe plusieurs générations. Donc, si une grand-mère, et ça on a eu plein de cas, ou une arrière-grand-mère sont mortes en couche, les générations d'après vont porter l'information, c'est dangereux d'être enceinte. Donc blocage. Donc blocage. Pour moi, c'est évident. Après, il peut y avoir des problèmes physiologiques, mais c'est toujours la question pourquoi. On est fait pour donner la vie. Après, si on n'en veut pas, ce n'est pas un problème. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Chez les hommes? Pareil, le problème, c'est que c'est les femmes qui viennent quand elles n'arrivent pas à tomber enceintes.
alors que le problème est souvent du côté... Ça peut être aussi de l'autre côté. Même très souvent. Bien sûr. Très Et souvent. le peu d'hommes que vous avez pu avoir sont des hommes qui viennent pour quelle problématique? Bon, eux, ça va être plus des maux de dos, des migraines, des maux plus concrets, je dirais. Et aussi pour changer de vie. Donc, alors, au début, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment des maux physiques. Et maintenant, ça a évolué et les gens veulent enlever tout ça là, pour retrouver leur rayonnance et se réaliser dans leur travail. Donc, j'ai plein de gens qui changent complètement de voie. Des banquiers qui deviennent menuisiers ou ébénistes ou des changements radicaux. C'est comme s'ils venaient chercher la force, le courage d'oser changer de vie. On dit que tout bon thérapeute commence par soi-même. Vous avez fait ce travail sur vous. Oui. Qu'est-ce que ça révélait de vous? Ah, je n'ai pas préparé à cette question. À part le fait de vous avoir vu, d'avoir vécu cette scène sur un bûcher. Oh bah, moi, personnellement, mais enfin ça c'est que des croyants. Je pense vraiment que j'ai eu des mémoires d'anciennes vies où j'étais déjà guérisseuse et que c'était dangereux, parce qu'il y a eu une grosse résistance au début. Hein. J'ai eu du mal à passer d'une personne cartésienne à faire ça, même si j'ai toujours les pieds sur terre. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens aiment venir chez moi, c'est que ça part pas dans tous les sens. Mais je pense vraiment que j'avais besoin de ce coup de massue pour changer de vie, autrement je ne l'aurais jamais fait. Et c'est le titre de mon livre, mais je trouve que ça inspire aussi les gens de se dire on peut passer par une lame de fond et s'en remettre et renaître à soi-même finalement. Parce que je m'estime beaucoup mieux aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Alors racontez-nous Isabelle, comment se déroule une séance avec vous? Alors je parle pas beaucoup. Même en amont? Bah, à vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'échanges? Un petit peu. Je demande pourquoi les gens ils viennent, s'ils ont des problèmes particuliers. Mais j'ai pas besoin de savoir, parce que s'ils me disent par exemple qu'ils ont mal au dos, forcément que je vais passer plus de temps sur le dos. C'est fou, hein, vous avez des thérapeutes qui disent la première partie qui vont rester par exemple 3/4 d'heure à discuter avec les gens pour essayer de mais c'est fatigant pour moi. Non, mais c'est vraiment fatigant. Et je sens que c'est pas ça qu'il faut. Et d'ailleurs, là, je vais encore prendre une image parce qu'elle parle bien. Je prends l'image d'un vélo. On est sur son vélo et on passe sur un clou. Donc, le pneu est crevé. Parler, aller chez un psy ou parler avec moi. Pourquoi je suis passée sur le clou? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi il était là? Bref, on peut tourner là-dessus. Ça ne va pas réparer le pneu. Donc moi, j'ai vraiment l'instinct d'aller tout de suite, peut-être 5 minutes, on va parler. Non, bien sûr, évidemment, sauvage. Évidemment, je veux savoir. Bonjour, installez-vous. Vous voulez, je vous sers quelque chose? Vous avez besoin d'un verre d'eau? Voilà, c'est toujours très sympathique et très chaleureux. Mais mon travail n'est pas de libérer la parole. Donc la personne s'allonge, habillée évidemment, et donc je commence à poser mes mains, et surtout sur le ventre. Et donc là, je commence à réagir. Au bout de quelques secondes, ça va très très vite. Vous dites des prières, vous dites quelque chose? Rien du tout. Rien. Je ne me protège pas. Alors ça, c'est pareil. Alors que je me suis pris ce coup de jus par mon chef, donc quand même. Et ben j'ai toujours eu cette intuition. Il ne faut pas que je me protège, autrement je suis dans la peur. Donc j'ai une confiance infinie que cette énergie sait ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de problème. Jamais eu de problème depuis que je fais. Donc, je pose mes mains et là, je commence à bâiller. Vous voyez, bâiller, pleurer, rôter, tousser des fois. Des fois, je m'étouffe un peu. J'éternue. Ça, c'est parce que vous emmagasinez? C'est comme si... Je me sens un peu comme un aspirateur. Mes mains se branchent sur les mémoires du corps et ça... J'imagine que ça passe à travers moi et ça sort. Parce que c'est toujours le mouvement à sortir. Bâiller, rôter, éternuer. J'expulse quelque chose. Donc je cherche où ça coince. Et donc tant que j'ai des réactions, c'est que ça coince.
Et si je réagis pas, je passe, Ah, ok, c'est ça. je passe à D'accord. autre chose, à un autre D'accord. endroit. Donc le ventre, les genoux, les pieds, la tête. Et à la fin, je tiens la main pendant 5-10 minutes. Et ça fait un bien fou aux gens parce qu'ils sont plus habitués à ce qu'on leur tient la main. Mmh. Et là, il y a une espèce d'énergie de bonne maman Mmh. qui passe. Mmh. Et c'est souvent là que les gens Lâche. lâchent. Ouais. Et donc après, je dis pas grand-chose non plus. Merci. Au revoir. Non, pas comme ça, mais il y a plein de gens qui me racontent: un tel m'a dit ci, un m'a dit ça. Et je trouve que ça influence beaucoup les gens. Qui je suis, moi, pour leur dire. Ouais. Donc je reste dans. Mais c'est comme les bons médiums, c'est-à-dire que vous avez des médiums qui ont besoin de parler, de questionner, et donc Mm. du coup, par définition, ils vont déduire des tas de C'est ça, choses. ouais. Et alors que vous, effectivement, allez, on passe à l'action tout de suite, quoi. On passe à l'action et je fais confiance que cette énergie qui passe à travers moi sait ce qu'elle a à faire. Ouais, Enfin, c'est ça. c'est pas à moi de lui dire ah, cette personne elle a mal au dos, fait quelque chose là. Et Enfin, vous vous questionnez jamais sur d'où vient cette énergie. Si. Et vous avez les réponses. Alors après ça encore c'est De votre interprétation. Ouais. Alors moi je me sens liée à Marie-Madeleine. Ok. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais c'est elle qui me parle. Donc une énergie mariale. Voilà. Mais je demande rien. Ouais, ça me pique les jambes quand elle est là, ça me pique dans les jambes. C'est mon signal à moi que c'est elle, mais est-ce que... Tout est ressenti physique chez vous. Ouais, Hein. ouais, ouais. Mais oui, puisque mon mental n'est plus actif, Ah oui, il faut bien que ça passe par quelque chose. et j'ai un don que beaucoup de gens m'envient, c'est que je suis capable de rester 1 heure sans avoir une seule pensée dans la tête. Ou plus. Rien. J'ai rien. Ça, pour la méditation, c'est extraordinaire. Ah, pour moi, j'ai pas besoin de méditer, c'est inné. Enfin, depuis ce choc-là, je sais. Vous êtes sûr que vous ne pouvez... Parce qu'il y a des tas de gens qui vont vous dire, ne pas penser, c'est impossible. Ah non, moi j'ai rien. Mais j'ai déjà fait des électro... Je sais plus comment on dit. Là, j'ai fait un stage avec Joe Dispenza pour mesurer mon cerveau. Il n'y a rien, quoi. Donc le choc est quand même... Ah, mais c'était gravissime. Hein. Ça a été... Mais il fallait ça. J'étais tellement volontaire et tellement déterminée que si ça avait été un petit burn-out, c'est vulgaire de dire ça, mais enfin, je me serais remise en quelques mois et j'y serais retournée. Donc il fallait... J'ai tout de suite accepté ça. J'ai tout de suite su, c'est la chance de ta vie. Il fallait faire ça. Ouais. Alors après, il faut s'installer. Ouais. Après, il faut évidemment... Mais ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait aussi. Ouais. Ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu besoin de faire de publicité. Ça s'est fait tout seul. Après, c'est toujours effectivement Ouais, le bouche à oreille qui fait que... Une fois que ça fonctionne chez quelqu'un et que les résultats sont là, ça se sait vite. C'est ça, ça se fait vite. Normal. Ouais. Donc vous avez quitté l'Allemagne Ouais. pour vous installer dans le sud. Voilà, à Uzès. Voilà, à Uzès. Alors ça veut dire que vous ne faites pas les choses à distance? Alors, j'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Bah, si vous touchez, évidemment. C'est ça. Moi, je préfère toucher, oui. je préfère oui. prendre les gens dans mes bras après la séance. Qui est vraiment un contact physique. Donc les gens que je connais qui sont déjà venus et qui ont quelque chose, ça je peux le faire à distance, mais j'aime pas ça. À vrai dire, j'aime pas ça. Et je bloque là-dessus encore. Qu'est-ce qui reste de la première Isabelle? Bon, je suis toujours déterminée, je pense quand même. Une grande foi dans la vie, hein, quand même. Je pense que je l'avais avant aussi. Vous avez la foi tout court. Oui, voilà. C'est peut-être ça aussi qui vous porte. Oui, parce que je me fais pas de soucis. En général, j'ai confiance. Et avant ça, vous aviez confiance aussi au même Je point? pense que j'avais confiance, mais ma vie était tellement réglementée, régie, contrôlée, oui, et bien sûr. tout était assuré. Je Bien gagnais sûr. bien ma vie, j'avais une belle maison. Enfin, c'était. Maintenant, je vis dans une tente. Voilà, j'ai pris un mobil-home. Hein, non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Toujours pas. J'aime toujours le confort. Ouais. Mais c'est bien moins cadenassé qu'avant, évidemment. Ouais. Alors, évidemment, l'idée aussi, c'est pas de donner de faux espoirs aux gens, dans le sens où, encore une fois, on ne se substitue pas à un avis médical, hein, on est bien d'accord, c'est complémentaire, on peut essayer, on peut faire des choses. Quelle
qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens? Quelle est la problématique? Alors, il y a des petits bobos. J'ai mal au dos, mal aux épaules, j'ai souvent des migraines, j'ai ceci, je sais ceci, cela. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'accompagnement que vous préconisez? Ouais, finalement, les petits bobos, j'en fais pas beaucoup. C'est vraiment, moi, mon but, c'est que l'énergie se remette à circuler Mmh. complètement. Mmh. Déjà, pour que la personne s'auto-guérisse elle-même, parce que c'est pas moi qui guéris, c'est elle qui. Puisque une fois que les bouchons sont enlevés, c'est son corps qui fait le boulot. Mais c'est aussi accompagner la personne dans quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis là, où est-ce que je vais mettre ma pierre à l'édifice. Et ça parle beaucoup aux gens. Maintenant, ils ont plus, surtout après le Covid, là, ils n'ont plus envie de faire un boulot de 9 à 5 heures qui n'a pas de sens, qui ne les fait pas grandir. Donc, ils cherchent vraiment. Et c'est lié. Les mémoires du corps sont vraiment liées à la mission de vie. Tant qu'on est pollué dans notre essence, on n'a pas accès à notre mission de vie. Donc moi, c'est ça qui me parle le plus finalement. Et combien de temps dure une séance? 3/4 d'heure, 1 heure. 1 heure. Mm. Et parfois, une seule séance peut suffire? Ouais. Et en général, pour un cas normal, je dirais c'est 3 à 5, 6 séances. Donc là, je parle d'histoire normale. Après, tout ce qui est inceste, ça c'est vraiment ancré dans le corps plus difficilement. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens ne viennent pas parce qu'ils savent qu'ils ont été violés enfants. Ils viennent parce qu'ils ont mal au dos, mal aux genoux, des problèmes de dents, des problèmes gynéco. Donc ils vont venir pour ça. Et moi, maintenant, je suis tellement rodée, j'ai eu des milliers de cas d'inceste, donc c'est vraiment, j'ai vraiment des informations ça vient tout de suite, quoi. qui sonnent. Donc je pose la question, est-ce que tu as eu un abus sexuel? Certaines personnes sont incapables de répondre à ça. Incapables, mais surtout, elles sont dans le déni complet. Donc ça va être, oh, peut-être, mais enfin, c'était pas grave, il a juste mis sa main dans ma culotte. Non, mais ça, c'est pas du déni. Ça, c'est le déni, parce que c'est des viols. C'est des viols. Bien sûr. Donc le déni, c'est occulter complètement le truc. Oui. C'est dire, mais non, jamais de la vie. Ouais, mais c'est le déni de gravité. Ah oui. Le déni de gravité. Et donc, je vais souvent être la première personne, pourtant ces gens-là, ils ont déjà fait plein de thérapies, hein, la première personne qui va leur faire comprendre qu'ils ont été abusés, et la plupart du temps violés. Et donc, c'est une déflagration. Déflagration parce que c'est souvent dans la famille que ça se passe. Et comment se déroule le suivi alors à ce moment-là? Parce que là, pour le coup... reviennent plusieurs fois et puis bon, moi je réponds toujours au téléphone, enfin je suis toujours joignable, mais ça se passe bien parce que le corps, lui, il n'est pas dans le déni. Le corps, c'est pour ça qu'il fait des symptômes, il veut éjecter l'information. Donc une fois que c'est sur la table, le système s'apaise. Et ce que je voudrais faire passer comme message aussi, parce que c'est surprenant, mon expérience à moi, c'est que les attouchements sexuels, donc sans pénétration, laissent plus de dégâts que les viols. Parce que quand il y a eu pénétration, il y a preuve. Enfin, on sait qu'on a été pénétré, que ça fait mal, ou qu'il y a eu du sperme, ou quelque chose. Mais quand c'est juste un attouchement, en général, ça n'a pas fait mal et il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Et donc, il y a un conflit entre le mental et le ressenti du corps. Le corps, il sait très bien qu'il s'est passé quelque chose qui n'allait pas. C'est pas normal. Mais le mental, il va essayer de faire croire, oh, bah, c'est bon, tu ne vas pas en faire tout un plat. Passe là-dessus. Ouais, ouais. Et donc ça fait une torsion. Et moi, les pires cas que j'ai, c'est ça. Il y a une torsion qui se fait. Et la personne, elle n'arrive pas à s'en sortir comme ça. Donc ça ne veut pas dire que le viol est moins grave que les attouchements en principe, mais... Dans tous les cas, c'est abominable. Abominable, monstrueux, Abominable. Bien sûr. Donc ce changement de vie, j'ai toujours presque de la tendresse quand j'entends des parcours de vie comme le vôtre, même s'ils ont été évidemment assez violents et douloureux. Oui. Vous avez encore des amis Oui. qui savent ce que vous faites?
Alors, j'ai encore des amis des Nations Unies, j'en ai plein, et j'en ai encore qui viennent en soins, qui font toute la route d'Allemagne jusque dans le sud de la France pour me voir, alors qu'ils m'ont connue complètement différente. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui a changé radicalement, mais même dans votre comportement, au-delà de votre vie? Non, mais moi, ils m'appelaient général en chef, ou commandante en chef, Ah ou ouais. je sais pas quoi, c'était... Le Dark Vador Ah non, mais des Nations Unies. fallait que ça file, quoi. Ah, c'est ça. Fallait que ça Vous file. êtes quel signe? Bon, pourtant, je suis balance. Bon. Ça correspond pas du tout, mais moi, j'aime le travail bien fait, vite fait, efficace. Ouais, ça. Donc, j'ai plein de gens qui me connaissent, qui connaissent l'ancienne Isabelle, mais ça joue en ma faveur parce qu'ils savent que j'ai les pieds sur terre. Je sais pas, ça passe. Oui, j'ai encore des amis d'avant. Hein, Mais ça correspond bien, général en chef, ça correspond bien à ce qu'on imagine dans le cabinet. C'est-à-dire qu'on va pas tortiller là 20 ans à discuter, allez, allongez-vous, là on y va, on passe à l'action directe. Là. Allez, installez-vous. Hein, j'ai l'impression. Hein, ah oui, c'est un peu de ça, mais une fois que je touche, c'est hyper doux. Hyper doux, c'est très maternel. On me le dit très souvent, il y a une énergie maternelle. Mais oui. Et lorsque vous touchez, il y a un mouvement ou pas? Non. Vous restez... Oh là là, oui, si. Si. Les gens peuvent avoir des spasmes très forts. Non, mais ce que je veux dire, vous, il y a un mouvement où vous restez... non, bah, non, vous... Je passe d'un endroit à l'autre, Oui, mais ouais. moi, je bouge pas vraiment. Mais j'ai souvent des gens qui revivent leur naissance sur la table. Wow. Ça déclenche des mémoires de leur propre naissance. Et ça, c'est impressionnant, hein, parce qu'il y a vraiment la tête qui part en arrière, qui pousse comme ça, les jambes qui poussent. C'est très, très impressionnant. Sans parole, sans musique, sans rien. Juste vos mains. Wow. Donc la première fois, j'ai eu peur. Et puis après, j'ai vu que c'était une naissance, parce qu'on voit, c'est exactement comme on voit une naissance de bébé, avec le cri à la fin, et la personne renaît à elle-même. Mais moi, je fais rien De particulier. Ouais. Oui, ça peut être très particulier. mais ce qui est fou, c'est que entre guillemets, cet accident, en tout cas, ce qui vous arrive dans la vie, on sent que vous êtes transpercé par quelque chose, quoi. Il y a un truc qui est venu vous habiter. Hein. Hop, ça vous a donné tout de suite une... Mais si ça se trouve, c'est lui qui avait cette énergie-là, hein, ah oui, parce qui que vous a transmise. C'était un homme extraordinaire, donc il était connecté, c'est sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un... En tout cas, le choc était là, quoi. Le choc, pour moi comme pour lui, hein, ça a été très très violent pour les deux. Mais c'est un coup du destin. Moi, j'ai toujours dit, je me soumets à ce coup du destin. Je n'avais pas de résistance à ça. Enfin, je ne pouvais pas en avoir de toute façon. Et puis ça doit... Aujourd'hui, vous êtes comblé de faire ça. Mais ça bien vous sûr. correspond 100%. 100%. Et puis je travaille bien moins qu'avant. J'ai plus de temps pour moi. Et vous gérez votre emploi du temps comme vous voulez. Je fais ce que je veux. Vous ne faites pas des réunions qui servent à rien. Je ne perds plus mon temps. Et ça a du sens. C'est quand quelqu'un m'appelle en me disant je suis enceinte. Eh oui, bien sûr. Alors qu'ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé depuis 10 ans. Moi, je suis nourrie par le sens que ça a. Est-ce que... sur l'aspect scientifique, parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien, à un moment donné, remettre un peu les choses dans le contexte. Est-ce que le corps médical, vous n'essayez pas de s'interroger quand quelqu'un fait un parcours, et on sait combien le parcours est tellement compliqué pour une femme quand elle désire tomber enceinte, faire les FIV, etc. C'est tellement lourd, tellement compliqué. J'ai des personnes qui sont tombées enceintes alors qu'elles étaient soi-disant stériles, qui l'ont dit, enfin évidemment, qui l'ont dit à leur médecin parce qu'ils l'ont vu. Bah oui. Et là, ils ont dit, oh, bah, tant mieux pour vous, c'est de la chance. Ou, ils ne veulent pas rentrer là-dedans. De toute façon, les gens qui viennent chez moi, ils ont déjà tout essayé. Je suis la dernière personne qui vient voir. Exactement. Ils n'ont pas commencé par moi. C'est l'agence touriste, Isabelle. Oui. C'est la dernière. Je ne promets strictement rien. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Je fais juste confiance que si c'est leur destin, elles tomberont enceintes. Est-ce que, c'est une question stupide, mais je vous la pose quand même, est-ce que vous avez peur de ne plus avoir ça un jour? Bah non, parce que je me dis, si j'ai plus ça, j'aurai autre chose. Enfin... Non. Non, puis on fait beaucoup de constellations familiales avec Bruno, mon conjoint, donc
je fais pas que ça non plus, hein, parce que c'est lourd, ça me puise beaucoup d'énergie. C'est sûr. Je pourrais pas en faire 8 personnes par jour, hein, c'est pas possible. Hein. Puisque ça me traverse, c'est fatigant. Et d'entendre que des histoires d'inceste comme ça... c'est souvent le truc récurrent, ça. Hein, moi, c'est 80% de ma 80% des gens. Ouais. Conscient ou inconscient? Ouais. Enfin, plus que conscient, parce que c'est avéré. Hein, c'est avéré. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'au moment où ils viennent, certains sont. Oui. S'imaginent pas une seconde que ça puisse être ça, quoi. Oui, mais ils le savent. Ils le savent, oui, bien sûr. Un livre? Oui. Vous en avez fait un livre, Oui. et c'est le titre évidemment de l'émission qu'a choisi Isabelle, de la lame de fond. Au fond de l'âme, mon chemin de guérisseuse. Vous auriez pu mettre mon chemin de guérison. Oui. Parce que vous êtes guérie, quelque part. Je ne suis pas guérie à 100%, sûrement pas non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez trouvé votre chemin de vie. Oui. Trouver son chemin de vie, c'est une forme de guérison. Oui, et puis j'ai retrouvé mon authenticité. C'est ça qui... Parce que pendant 37 ans, j'avais des masques à l'infini. Et c'est ça, je pense, la guérison. C'est de retrouver qui on est dans son essence. Ça veut dire que vous vous êtes menti longtemps? Ah, complètement. Et surtout, je me suis... puisque j'étais pas attendue, et ça aurait été mieux que je sois un garçon, puisqu'on n'était que des filles avant. Ah, tiens, ça aussi. Je me suis comportée comme un garçon. Tous ces traits de caractère que j'avais, la détermination, l'efficacité, c'était des qualités masculines. Donc, pour me faire accepter, j'ai endossé ça, mais c'était pas mon essence. Donc, ça met 37 ans. Ça met trop tard. Non, c'est très bien. Ça, c'est en auto-édition? Oui, donc c'est sur Amazon et sur mon site. Donc je le dédicace et je l'envoie aux personnes directement, mais il est sur Amazon. Ça, c'est vraiment des parcours de vie. Je pense à Nathalie Balassé. Peut-être que vous avez vu l'émission, vous n'avez pas vu Nathalie Balassé. Vous regarderez bien l'émission. C'est un peu plus chaotique parce qu'elle elle a eu une souffrance physique, mais voilà, c'est un changement de vie d'un seul coup, avec l'obligation de se prendre en main et de prendre un autre chemin dans sa vie. Mais ça ressemble évidemment à votre parcours de vie que je trouve assez incroyable. Ça serait intéressant de voir si, même si le toucher visiblement est très important chez vous, mais ça serait intéressant de savoir si, ne serait-ce que sur un support photo ou quelque chose comme ça, vous... Eh bien justement, ce livre, j'ai dû rajouter un paragraphe au début parce qu'il y avait des gens qui me disaient qu'ils avaient des réactions tellement fortes, donc des tremblements de la fièvre, ils se roulaient par terre, enfin, des trucs comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'ils posaient leurs mains sur la photo, parce que c'est mes mains évidemment, là, et ils sentaient quelque chose. Alors, ça m'a absolument étonnée. Et d'ailleurs, en lisant, les gens se mettent à pleurer ou ils ont des réactions très fortes. Et au bout de quelques pages, ils m'appellent en disant « Isabelle, c'est toi ». Il y a un appel, j'appelle ça un appel d'âme. C'est pas du tout rationnel, évidemment, parce qu'ils savent même pas ce que je fais. Mais il y a leur âme reconnaît quelque chose dans mon histoire et c'est comme ça que ça se fait. Et donc il faudrait le faire à distance, sur photo. Peut-être. Essayez. Non mais faudrait essayer. Oui, sans doute. Oui. Non, mais parce que tout le monde ne peut pas aller. Oui, bien sûr. Dans votre cabinet. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ouvrir le truc, quoi. Sans doute. Et alors, je suis très étonné. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire beau, mais vous portez toujours une bague quand vous le faites? Ouais, donc ça, c'est une bague que j'ai dessinée moi-même et que j'ai fait faire. Et je suis assez obsédée par le violet, comme on peut le voir. Mais et donc, cette bague, la pierre, c'est une améthyste qui est assez grosse. Et j'ai l'impression qu'elle symbolisait ce que je suis devenue, quoi. L'essence prend le dessus par rapport à la monture finalement, donc j'aime bien travailler avec cette bague. Ouais. Donc c'est pas gênant pour le coup? Ah non, pas du tout. Non. De toute façon, les gens n'enlèvent pas leurs bijoux, quoi que ce soit. Enfin, ça n'a aucune importance. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de faut faire ci. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Allez madame, installez-vous là. Hop, on y va, voilà, on y va, attention, hein, c'est le général Isabelle Collinot. Merci monsieur, dame, s'il vous plaît.
15 ans à l'ONU, on va pas me la faire. Allez. Si, monsieur, si, vous allez venir. Non, je trouve ça incroyable. Je trouve ça également courageux de prendre ce virage-là. Et en même temps, vous n'aviez pas le choix. J'avais pas le choix. Ouais, clairement. C'est pas courageux, j'avais pas le choix. Alors après, il y a des résistances. Ça fait peur aux gens. J'ai pas eu beaucoup de soutien. On ne peut pas dire que des gens qui m'ont dit ah, c'est super, démissionne et tu vas t'éclater. Hein. Je sais pas si c'est la jalousie ou de la peur ou je sais pas quoi, mais par contre, moi j'aime bien maintenant prendre la main aux gens en disant moi j'ai réussi, toi tu vas y arriver aussi. Et alors l'autre truc, oui. C'est qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de... C'est pas une méthode de truc, il n'y a pas de nom et tout ça. Alors moi, mon soin, je l'ai appelé Isam, parce que je m'appelle Isabelle, et il y a Am, j'ai rajouté Am avec un... Ah bah voilà. Donc le soin Isam, voilà. Je l'ai baptisé quand même. Hein. Ah bah et, voilà. Et je trouve que c'est un très joli nom. Et je fais aussi des reconnexions. Bon, ça, c'est un autre sujet de Eric Pearl. Ça, j'ai fait une formation pour faire des reconnexions. Et c'est le même travail quelque part, mais pour remettre les personnes sur leur mission de vie. Donc, c'est très complémentaire. Et les constellations. Et les constellations, voilà. Aussi. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Donc, votre conjoint doit être en super forme. Oui. Bzz, 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 bzz. Allez, tu vas t'asseoir là, on va faire une petite séance là. Hein, voilà. Je te sens un peu affaibli là. Hop, 2-3 petits rots et merci, bonsoir, au dodo. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Je sais qu'alors là, évidemment, il y a des gens qui vont se dire mais attendez, où est-ce que c'est dans le sud voilà, on va prendre quelques jours. Voilà. Gare, c'est très joli en plus. Oui, en plus, j'imagine que c'est très joli. Ouais, c'est sûr que vous n'avez pas le même temps qu'en Allemagne. Qu'en Allemagne, non. Non, mais justement, il y a beaucoup de gens qui prennent plusieurs jours comme ça, qui descendent. Hein, ma clientèle n'est pas d'Uzès, hein, les gens viennent de loin. Et se font quelques jours à Uzès et on fait plusieurs soins en 2-3 jours, une espèce de package de soins intensifs pour qu'ils aient le maximum d'impulsion pour se libérer. Et donc ça leur fait des petites vacances guérisseuses. Merci infiniment. Merci. Merci. Vous commentez avec bienveillance, hein, comme toujours, sinon vous passez entre les mains d'Isabelle et vous allez comprendre. Hein. Vous allez prendre 300 000 volts là. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Commentez, partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.